Le cercle RH, le débat de Smart Job, comme chaque jour. Sobriété énergétique. Oh, qu'on en a parlé. Alors là, les choses se sont un tout petit peu tassées, puisqu'on nous dit qu'il n'y aura peut-être pas de coupure de courant. Encore qu'il fait très froid. On va parler de la sobriété énergétique dans la fonction publique, c'est-à-dire très concrètement pour tous ceux qui travaillent dans des collectivités, dans la fonction publique d'État. Et on va en parler. Le ministre était venu nous faire un point très détaillé sur notre plateau, le ministre de la fonction publique, pour nous annoncer bien la création d'ambassadeurs, presque d'experts qui allaient venir expertiser les bâtiments publics et accompagner aussi des agents publics pour plus de sobriété. Où en sommes-nous ? Eh bien, on va en savoir plus dans quelques instants avec mes invités. Émilie Agnew, merci d'être là. Vous êtes directrice générale adjointe de collectivité, ça c'est votre métier, votre fonction, et cofondatrice de le sens du service public. Vous nous expliquerez aussi ce que vous faites exactement, parce qu'il y a focus sur évidemment l'énergie, mais c'est évidemment un think tank prospectif beaucoup plus large. Et Lucilla Modébélu, bonjour Lucilla, présidente de l'association des jeunes agents publics de la fonction publique du XXIe siècle, mais je ne sais pas combien de fois je vais dire fonction publique dans l'émission. Vous étiez venu sur notre plateau nous parler de vos engagements aussi sur un autre sujet. D'abord, un petit mot, Émilie, qu'on comprenne bien l'objet de ce think tank. Je sais que vous vous connaissez bien et que sur ce sujet-là, vous travaillez la main dans la main. L'esprit d'un think tank, c'est quoi ? C'est que ça ne vienne pas d'en haut, mais que l'ensemble des agents, des cadres, soient impliqués dans la stratégie de la fonction publique, au-delà même des enjeux d'énergie. Oui, tout à fait. Si nous avons souhaité créer ce collectif avec des agents publics de toutes les fonctions publiques, puisque vous savez que la fonction publique est extrêmement diverse. C'est 6 millions d'agents publics qui touchent l'ensemble des Françaises et des Français, donc avec des leviers d'action extrêmement importants. Donc si on a souhaité créer ce think tank, c'est justement d'abord parce qu'on était des acteurs publics, on agit sur le terrain, mais surtout parce qu'on voulait pousser dans le débat public un certain nombre de thématiques, d'enjeux, de propositions, valoriser les actions de nos administrations et puis accélérer le mouvement, parce qu'on voit qu'aujourd'hui il y a une accélération de la crise écologique, énergétique, et donc c'est pour ça qu'on a souhaité créer ce collectif pour participer à cette dynamique-là. Lucilla Modébélu, le studio est à 19 degrés, puisque je crois que vous avez vérifié avant d'entrer, et j'ai revérifié, on est bien à 19 degrés, ça vous fait sourire, mais ça avait été une des premières annonces un peu médiatiques sur tout le monde va devoir se mettre à 19 degrés. Et déjà à l'époque, des syndicats avaient dit mais des agents vont avoir froid, ceux qui sont en situation postée, je pense des agents de service public dans les mairies, dans les collectivités, évidemment quand on ne bouge pas, on a froid. Enfin, toutes ces questions-là étaient posées. Est-ce que ces questions sont résolues ? Est-ce que l'engagement, parce qu'il faut vraiment que tous les acteurs s'engagent, est-ce que tout le monde a joué le jeu ou est-ce qu'il y a eu des freins, des difficultés ? Comment vous regardez ce sujet ? Alors, tout à fait. Alors, juste avant de venir, pour l'anecdote, j'ai eu une discussion avec des jeunes agents qui, justement, me disaient qu'il faisait 16 degrés dans les bureaux. 16 degrés 16 à 19 degrés. Ils faisaient un gros effort, eux. Voilà, parfois. Et que ça va un petit peu à contresens avec la nécessité de rendre plus attractive notre fonction publique. Et c'est pour ça aussi qu'à FP21, lorsqu'on s'interroge sur le sujet sobriété, écologie, on se dit, voilà, comment on dépasse juste les démarches individuelles, bien que les éco-gestes, les sensibilisations à la démarche individuelle, chacun, les mobilités durables, prendre son vélo plutôt que sa voiture, c'est important. Mais comment on remet ce sujet-là dans une approche systémique, c'est-à-dire une prise de conscience plus large, former les agents sur le terrain, les sensibiliser à un modèle de société plus durable. Concrètement, qu'est-ce que vous faites respectivement toutes les deux ? Vous pouvez réfléchir pendant que je pose la question à Émilie, mais d'un point de vue concret, parce que vous êtes engagés, vous êtes tous les jours dans une collectivité territoriale, vous faites des réunions, vous croisez des agents de toutes les catégories. Est-ce que vous avez un discours de pédagogie ? Et on parlera ensuite des bâtis, parce qu'il y a un vrai enjeu sur le bâti, la fameuse rénovation énergétique. Mais sur la relation aux agents, est-ce que vous avez senti que les jeunes étaient plus engagés que la vieille garde ? Ou est-ce que tout le monde s'est dit « Ok, il faut qu'on fasse un effort et on va le faire » ? Oui, moi je trouve qu'il y a eu une très grande compréhension du contexte à la fois conjoncturel, on sait qu'il y a une crise en Europe, il y a une crise énergétique, mais aussi du contexte plus structurel dans lequel nous sommes, alors du fait bien évidemment de l'été qu'on vient de vivre et qui n'était pas le premier, mais aussi... un des plus intenses. Tout à fait, mais aussi parce qu'on voit qu'on est dans une phase de transition où finalement nos modèles de société, d'action publique qui étaient fondées sur certaines énergies, le gaz, le pétrole, eh bien aujourd'hui nous posent des problématiques écologiques, nous posent des problématiques de souveraineté, et donc ça en tant qu'acteur public ça nous interroge. Et donc il y a aussi le sentiment parmi les agents publics de se dire qu'eux ils ont des leviers, alors à titre citoyen,
y compris en dehors de Oui, leur bien sûr. activité professionnelle, mais aussi ils ont envie d'investir cela dans leur champ professionnel. Et c'est toute la question de savoir est-ce qu'on fait reposer ça juste sur la libre initiative des individus ou est-ce qu'on l'organise Où collectivement on à fixe un l'échelle de la cadre, société, absolument. voilà. Et une dynamique. Et au sein des administrations. Et tout en étant aussi au clair sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont convaincus, qui sont déjà engagés. Il y a des gens qui sont sensibilisés, qui ont envie d'agir et donc il faut leur donner ce cadre pour agir. Et puis, il y a encore des gens qui peuvent douter, manquer d'informations. J'ai presque envie de dire climato-sceptique, hein, parce que... Non, mais il faut poser la question. Il y a bien des gens qui vont vous dire, écoutez, ça suffit, le climat, on en a ras-le-bol. Est-ce que ça, vous l'avez entendu? Vous avez des agents qui vous disent qu'on est à 16 degrés, et donc les conditions de travail sont quand même difficiles. Mais est-ce qu'il y a comme ça une forme de, pour certains évidemment, ou minoritaires, mais de climato-sceptique? Alors, je dirais que pour la jeune génération, en tout cas, la quête d'emploi va avec la quête de sens. Et Ça, donc, c'est la jeune génération. voilà, Ouais. oui, voilà, en règle générale. Et donc, arriver dans une démarche d'écologie, de développement durable, et ça rejoint la quête de sens. Alors, sur le climato-sceptique, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il peut y avoir des paradoxes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la sobriété et en même temps, on peut avoir des comportements très individualistes, de la consommation, le tout de suite. Et ça, c'est un paradoxe qui est incarné par la jeune génération. Et ça l'affiche mal dans la fonction publique. On a même presque l'impression qu'elle doit être plus exemplaire que les autres parce qu'elle pilote des ministères, elle engage des politiques publiques dans les préfectures, elle finance des actions d'écologie dans des régions ou des départements. Et évidemment, on se dit parfois, tiens, c'est la fonction publique qui est peut-être un peu en retard. Non, je ne sais pas, je ne veux pas critiquer. Vous êtes d'accord, Émilie? Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce décalage? Alors, il peut y avoir des décalages. On l'entend souvent. Hein. Ouais, il peut y avoir des décalages de perception. Alors, je voulais réagir sur votre Les question. climato-sceptiques. Je vais aussi vous répondre à celle-là. Parce qu'il faut bien distinguer effectivement ceux qui ont des doutes, qui peuvent être climato-sceptiques. L'ADEME a estimé qu'il y a environ 18 personnes de la population qui déclarent que le changement climatique est un phénomène naturel qui a toujours existé. 18%. Oui, de la population. Ouais, parce que vous avez dit 18 personnes, ce qui reste assez peu. Excusez-moi. 18%, ce qui est un peu plus. Oui, l'enjeu est un peu plus. Ouais, parce que 18, auquel cas on n'en parlait pas. Donc il y a cela, mais il y a aussi, par exemple, dans le baromètre francilien de l'Institut Paris Région, on nous dit que 42% des franciliens ne se considèrent pas assez informés. C'est pas qu'ils sont forcément climato-sceptiques, c'est qu'ils manquent d'informations, alors soit sur les causes, soit sur les conséquences, soit sur les leviers d'action. Et ce qui est aussi intéressant dans ce baromètre-là, et c'est pour boucler avec votre deuxième question sur le sujet, c'est qu'ils ont sur l'exemplarité de la fonction publique. Deux types de questions. Ils ont posé la question qui agit le plus pour résoudre le problème de changement climatique, et ils ont estimé majoritairement que c'était plutôt les citoyens, les associations, et que l'État et les collectivités n'en faisaient pas suffisamment, alors qu'ils estimaient que les leviers les plus efficaces pour résoudre le problème, ce serait bien évidemment les citoyens, mais aussi les États. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup dans les administrations, on doit être exemplaire, parce qu'on a des... Vous devez montrer l'exemple. Parce qu'il faut être cohérent, effectivement, avec ce qu'on promeut, mais parfois, entre la perception qu'on peut avoir, nous, à l'intérieur des administrations, et la perception qu'en ont les habitants, il peut y avoir un hiatus. Et donc, c'est pour ça qu'il faut réussir à travailler sur ces usages et sur ces effets de perception, et aussi accélérer la dynamique pour faire en sorte qu'on ait davantage de leviers pour pouvoir agir sur ces sujets-là. Une dernière partie de l'émission, elle est importante, les bâtis. Quand on voit des préfectures, alors je ne parle pas forcément des conseils régionaux, départementaux, qui sont plutôt des bâtiments récents, construits dans les années 90, mais je parle des vieux bâtiments administratifs qui sont des passoires énergétiques, où on demande aux agents de mettre le chauffage à 19, mais en fait on n'arrive pas à chauffer à 19 au final. Est-ce qu'il y a une difficulté? Est-ce que ces fameux ambassadeurs créés par le ministre, qui étaient des agents un peu techniques, venant faire d'abord un audit de la situation, est-ce que vous les avez rencontrés? Est-ce qu'ils existent? Et est-ce qu'on est en train d'aller un peu plus vite que dans le privé sur la rénovation énergétique? Parce que ça marche pas très très bien, la rénovation énergétique. Alors, vous les avez vus, les ambassadeurs, vous? Oui, ils existent. Il y a une démarche qui existe aussi de recrutement justement de compétences techniques sur la sobriété énergétique et notamment la rénovation des bâtis, puisque ça demande des compétences techniques avec tout ce qui va avec, notamment sur la commande publique, les marchés publics. Quand on pense aussi à l'énergie, à l'achat de l'énergie, de l'électricité, du gaz, etc., il y a beaucoup de compétences techniques pour respecter les critères qui sont aujourd'hui définis. Donc ça existe, c'est en marche. Ce que je dirais par rapport aussi à ça, c'est qu'il faut peut-être avoir conscience que plus la technicité grandit et plus il va y avoir une opacité par rapport à la compréhension des décisions que peuvent en avoir les agents publics. Et il faut arriver, à trouver le juste milieu entre je comprends un peu moins bien les décisions et en même temps on poursuit un but qui est plus large, qui est
Et je m'autorise et on me contraint à avoir 17 et mettre une couverture sur les genoux parce que c'est la réalité, je dirais, de l'agent catégorie CD qui est vraiment là au contact. Parfois, il grogne un peu. Il est peut-être allé dans la rue d'ailleurs au passage pour faire grève puisqu'on est dans un mouvement social. Essayons de disrupter. Est-ce que vous poussez, vous, association, aussi de jeunes engagés dans la fonction publique, parce que vous êtes finalement la relève, de se dire, mais arrêtons les règles administratives, bureaucratiques, mettons des panneaux solaires sur nos toits, mettons une éolienne dans la cour de mon administration, inventons. Est-ce que vous en êtes là? Parce que quand on voit les administrations, ce sont des passoires. Les fenêtres, pour certaines, sont des années de 1970. Est-ce que vous êtes en phase avec cette idée-là, de se dire, allons plus loin encore? Je vous ai vu dire oui de la tête, mais... Oui, même plus que de la tête, parce qu'en fait, il y a un vrai sport national en France, il faut qu'on se le dise, c'est de taper sur les dépenses publiques, sur le nombre d'agents publics. Et là, on voit que c'est en total décalage avec les besoins d'investissement humain et les besoins d'investissement financier qu'il faut justement pour rénover les bâtiments, pour investir dans des matériaux basse consommation, pour former l'ensemble des agents, parce qu'il ne faut pas qu'on ait juste des référents ponctuellement, il faut qu'on arrive à faire en sorte que l'ensemble des agents publics puissent se saisir de ces questions-là. Et donc, ça veut dire des formations, bien évidemment, des formations, pas uniquement des sensibilisations, mais vraiment aller dans le détail de la technique, parce que ça se passe dans les usages du quotidien. Et ça suppose aussi d'aller chercher de la ressource à l'extérieur, de nouer des partenariats avec des chercheurs, avec des universités, parce qu'on est sur des sujets extrêmement complexes qui évoluent de manière... Ce que j'évoque, le panneau solaire sur un toit d'une administration, pas besoin d'un ingénieur, on sait le planter. Le problème, c'est que vous n'avez pas le droit de le faire. D'un point de vue administratif, vous n'avez pas le droit pour l'instant. Enfin, j'ai pas vu de panneau solaire. Et puis, c'est des investissements lourds. Ça, c'est vrai. Donc, il faut aussi que socialement, on soit en capacité d'accepter ça, de se dire quels sont les besoins, quels sont les objectifs, est-ce qu'on est prêt réellement à investir. Vous parliez des bâtiments publics tout à l'heure, mais il y a aussi la question des piscines qui s'est beaucoup posée. Les piscines, on les ferme ou on les met à 18? On le sait peu, mais finalement, les piscines publiques, ça coûte pas très cher, le ticket d'entrée pour les usagers. C'est vrai. Voilà, ça fait partie des valeurs d'un service public. Mais ça peut coûter jusqu'à 15% de la facture d'énergie d'une collectivité de plus de 50 000 habitants. Et c'est énorme. Vous imaginez sur une année comme celle-là les enjeux qu'il peut y avoir budgétaires. Et donc, ça nous pousse effectivement à mettre des panneaux solaires, à réutiliser les eaux usées, à concevoir différemment les bassins, à mettre des bassins extérieurs là où avant on mettait peut-être davantage de bassins chauffés. Ça nous re-questionne complètement dans nos manières de faire. Lucilla, est-ce qu'il faut disrupter? Est-ce que vous êtes des actrices associatives engagées? Vous aiguillonnez finalement les acteurs de la fonction publique. Est-ce que vous dites allons un peu plus loin? Parce qu'au rythme où on n'y va pas assez vite. Oui, ça revient à repenser les écosystèmes, donc à aller dans une approche d'écosystème, de nouveaux modèles. Et notamment, il y a l'innovation sociale. FP21 avait travaillé sur les projets d'innovation sociale qui peuvent être conduits dans les administrations, qui existent, et qui justement, on propose une solution qui n'est pas forcément... qui répond à un problème qui n'est pas forcément résolu actuellement et qui permet de mobiliser des leviers un petit peu dérogatoires pour pouvoir mettre en place panneaux solaires, des réponses à, par exemple, je pense à autre sujet, mais la Maison des Femmes à Saint-Denis, qui est une maison des femmes qui permet d'accueillir, par exemple, des personnes, des victimes de violences conjugales. L'hôpital travaille en lien avec l'éducation, la justice. Oui, je n'ai pas situé, vous travaillez dans un hôpital, me semble-t-il. Voilà. Je ne vais pas repréciser le... Alors pourquoi je parle de ça? Parce que aussi, toute cette démarche de sobriété énergétique, ce n'est pas qu'une question de facture d'électricité, c'est aussi une question de quel est le monde que l'on veut pour demain, avec les questions de justice sociale. L'écologie et le social sont souvent intimement liés. Exactement. C'est vrai. Le ministre quand même s'enorgueillit, sobriété énergétique, l'État en avance sur sa feuille de route, on a envie de dire tant mieux, et la consommation d'électricité de l'administration, ça c'est le chiffre global, a reculé de 8,3%. Vous y êtes pour quelque chose un petit peu ou pas? Vous faites partie des relais, des ambassadeurs. Vous n'avez pas fait de diagnostic technique, mais vous avez été sur le terrain, j'imagine, avec tout votre réseau, pour dire il faut y aller. Vous y êtes pour quelque chose dans tout ça? Alors, bien évidemment, on y a contribué modestement, puisqu'on avait fait des propositions à l'époque au ministre de la fonction publique. On n'est pas les seuls, d'ailleurs. Vous savez qu'il y a beaucoup de collectifs qui se mobilisent sur ces questions. Je pense au Lierre, qui vient de produire aussi une note sur l'hôpital à l'heure de la transition écologique. Je pense aussi au collectif Une fonction
fonction publique pour la transition écologique. Donc on est beaucoup à pousser dans ce sens-là, à faire des propositions. Ça vient du terrain, quoi. Voilà, dans nos administrations, à relayer la parole de nos agents. Nous, on a poussé d'autres propositions, par exemple, de mobiliser les pouvoirs de police du maire, parce que vous savez que cette forme de dissonance cognitive ou d'incohérence, où d'un côté, on demande à des gens de faire des efforts, et où on continue de voir des terrasses chauffées, des panneaux lumineux qui ne sont pas forcément indispensables. On peut avoir des leviers de travail sur aussi la sobriété numérique. Donc forcément, ces actions y contribuent. Alors il faut dire aussi qu'on a joué d'un climat qui était anormalement doux. Oui, exactement. Donc ça a aussi sauf depuis quelques jours, mais on a eu des températures anormalement élevées. Mais bien évidemment que là, c'est un mouvement de fond qu'on a engagé et qu'il faut renforcer, qu'il faut accélérer, en agissant sur tous les leviers. La contrainte, l'aide, l'accompagnement, l'incitation, l'information, les partenariats. C'est réhabiliter la puissance publique pour faire en sorte qu'on arrive à mobiliser une véritable dynamique sociale. Et quand même, en ayant aussi en tête que le sens du service public, c'est aussi l'égalité d'accès au service public, la continuité du service public, et donc aussi ces impératifs écologiques doivent être conciliés à ces questions-là. Et je pense par exemple à la question du télétravail. Oui. Ça peut permettre... Enfin, je pensais que vous alliez me parler de la numérisation, excusez-moi. Avec des agents qui vous disent, enfin des Français qui vous disent, moi je veux bien numériser pour ne pas prendre ma voiture, mais j'arrive pas à accéder au site. Enfin, vous voyez, ce débat qui est posé aussi aux agents de la fonction publique. Et le télétravail, vous le soutenez, j'imagine? Alors, on soutient le télétravail et en même temps, on dit attention parce qu'il ne faudrait pas que ça conduise à éloigner davantage les agents publics du terrain et le service public des usagers. C'est vrai, mais je pense aux régions qui, parfois, qui sont très, très, très étendues, Aquitaine, enfin cette grande région, c'est pratique pour des agents de pouvoir continuer à assurer, assurer le service public. Un dernier mot. Oui, en interne, ce qui est important aussi en interne, en termes de management, c'est de pouvoir permettre justement la transformation. Par exemple, sur la sobriété énergétique, sur le tri des déchets. On dit nouveau tri des déchets, mettre en place des filières, faire attention à ce qu'on jette, etc. Mais souvent, on est sur le côté technique et on ignore le pouvoir d'influence qu'il faut pour mener des transformations écologiques, énergétiques. Il faut aller jouer sur les collectivités, en interne, en externe, avec la mairie, avec les entreprises privées. Et ça nécessite de recruter des compétences qui est un pouvoir d'influence, qui est une compétence relationnelle et qui est un esprit ouvert, innovant et qui puisse proposer des qui ne soit pas dans la rupture, mais dans le dialogue. Donc, en employeur public, ce qui est intéressant aussi, c'est d'arriver à repérer ces compétences-là dès le recrutement et surtout à les encourager à les valoriser en interne. Et ça, la jeune génération est très attachée à ça. Fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale, représentée sur ce plateau pour nous accompagner, pour nous éclairer sur les actions menées par la base aussi. Tout ne vient pas d'en haut. Merci à vous, Émilie Agnew, directrice générale adjointe de collectivité, côté de Créteil, pour ne pas le citer, cofondatrice du Le Sens du service public, avec beaucoup d'actions. Il y a un site internet à aller voir. Et Lucilla Modé-Bellu, présidente de l'association des jeunes agents publics de la fonction publique du XXIe siècle. Merci à vous deux, mesdames. On termine avec Fenêtre sur l'emploi et on va parler du recrutement, et notamment du recrutement, dans la rénovation énergétique. Oui, on embauche.